Faut-il avoir peur de l'islam ? La religion musulmane est désormais bien visible dans l'espace public et dans une société marquée historiquement et sociologiquement par le christianisme, aujourd'hui arithmétiquement déclinant. Certains qui ne sont pas nécessairement chrétiens s'inquiètent de cette irruption d'une religion qu'ils persistent à voir comme une menace. Aussi, une mise en perspective s'impose-t-elle et un sociologue des religions peut nous aider à comprendre pourquoi l'islam est au cœur du débat en France. C'est pourquoi j'ai invité Olivier Bobineau, sociologue des religions à Sciences Po de Paris, entre autres, pour examiner avec lui les problèmes posés par la visibilité de cette religion, la religion musulmane, donc dans l'espace public. Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous avez publié « Former des imams pour la République, l'exemple français » aux éditions du CNRS. Vous êtes agrégé en sciences économiques et sociales, docteur en sociologie, et vous dirigez à l'Institut catholique de Paris le diplôme universitaire interculturalité, laïcité et religion. Exactement. Et vous qui êtes catholique, vous contribuez à la formation intellectuelle des imams depuis 3 ans. Quelle curieuse idée que celle-là. N'est-ce pas ? Oui, curieuse idée. Mais c'était le pari à l'époque, donc étant conseiller scientifique au bureau central des cultes et collaborateur, j'étais en charge de quelques dossiers, dont la formation des imams. Et le pari qu'on a fait avec le responsable et haut fonctionnaire de l'époque, c'était de dire il faut former des intellectuels organiques, pour reprendre Gramsci, cet auteur italien mort dans les... Ce marxiste moderne. Ce marxiste moderne, d'ailleurs sans doute plutôt un marxien. Il disait tout groupe, toute communauté politique, religieuse, ethnique, a besoin de porte-parole, de techniciens qui portent la parole à l'extérieur, en direction de la société, en direction des pouvoirs publics, en direction des autres communautés. C'est ce qu'il appelle des intellectuels organiques. La difficulté qu'on observait était la suivante, c'est que les musulmans avaient toutes les difficultés du monde pour trouver des porte-paroles qui soient crédibles, légitimes, aussi bien dans l'opinion publique qu'auprès des pouvoirs publics. Il y avait ce qu'on appelait... Et auprès de leur communauté, j'ai envie d'ajouter. Et alors, le phénomène qu'on observait, c'était que quand l'un d'entre eux progressait ou connaissait l'ascenseur social, rencontrait les pouvoirs publics, les hauts fonctionnaires, connaissait les lambris de la République, eh bien, il était aspiré par le haut et de fait perdait racines et pieds avec sa communauté d'origine. Et de fait devenait un intellectuel non organique, c'est-à-dire n'appartenant plus à la communauté, ne pouvant plus faire redescendre les informations, être passeur d'idées et médiateur. Je me permets de donner ici un exemple qui me vient à l'esprit. Un des premiers invités de cette émission, 27 minutes pour comprendre, a été Abdelaweb Medeb. Et Abdelaweb Medeb est un grand intellectuel, parfait connaisseur de l'islam, mais dont j'ai cru comprendre que même s'il était sur les ondes de France Culture régulièrement, il était plus écouté par les non-musulmans que par les musulmans. Absolument. Ils sont pléthores. Donc je ne vais pas donner de nom. Je voudrais pas me fâcher. J'en ai donné au moins. Voilà. Bon, merci à vous. Et ça, c'était un vrai problème. Donc, nous avons décidé, et par ailleurs également, donc premièrement, ascension sociale de quelques intellectuels, mais qui perdent le lien avec leur communauté d'origine. Donc il y a un premier hiatus. Deuxième hiatus, c'était que on s'apercevait que les autres ministres du culte, les autres responsables de communauté, connaissaient plusieurs années de formation. Ils connaissaient plusieurs années de formation, en gros 7 à 8 ans, pasteur, pope, rabbin, prêtre. Bon. Or, pour le ministre du culte musulman, c'est un imam, il est d'abord élu et il émane de la communauté pour des raisons morales. Il y a une exigence principale, c'est de savoir lire le Coran et de parler arabe. Bien. Mais il n'y a pas nécessairement de formation. D'où le hiatus avec les autres responsables des communautés religieuses. Deuxième hiatus. Et puis il y en a un troisième qui était terrible pour les musulmans et les jeunes musulmans de ce pays, c'est que beaucoup d'imams venaient du Maghreb, mais ne connaissant pas la société française, ne connaissant pas la langue française, ne maîtrisant pas l'expression orale et écrite, et de fait, devant les jeunes musulmans, il y avait un décalage, et ils ne pouvaient pas se faire comprendre. Pour ces 3 hiatus, nous avons fait le pari de former des intellectuels organiques à la laïcité, aux valeurs de la République française. Et il se trouve que, après avoir cherché des universités qui ont refusé, universités publiques, il y a l'Institut catholique de Paris, avec le doyen de la faculté de sciences sociales et économiques, le doyen Mabille, qui a accepté d'accueillir, comme on disait à l'époque, les barbus, les méchants barbus.
Voilà. Alors, une première question tout de suite, et nous avons beaucoup de choses à nous dire, Olivier Babonneau, sur cette expérience que vous avez donc dirigée, conduite, et d'ailleurs vous-même incarnée, puisque vous avez été l'acteur principal de cette formation. Toute première question, c'est ce refus des universités publiques françaises dans un contexte de laïcité à la française qui nous fait déjà pénétrer au cœur du sujet. À votre avis, était-elle légitime? Parce que, comme vous le savez mieux que personne, il y a sans doute plusieurs formes de laïcité par la loi de 1905, vous en distinguez 4, peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler bientôt, mais l'université publique se doit de séparer ce qui est de la formation cultuelle et de la formation culturelle. Donc, pour quelle raison, à votre avis, l'université publique a-t-elle dit non à cette formation que vous, dans l'espace de l'Institut catholique de Paris, vous avez fini par proposer? 2 choses. La première, c'est une anecdote qui n'en est pas une. Dans les 2 universités que nous avons contactées, on s'apercevait de quoi? On s'apercevait qu'on avait des prêtres, des popes, des pasteurs, des rabbins qui venaient faire des études de lettres, ou de droit, ou de sciences humaines. Bon. Donc quand on nous dit en conseil d'administration, ah là là, et c'est ce que vous venez de dire, séparation des églises et de l'État, pas de formation en direction des ministres du culte, nous répondions, attendez, d'abord, vous accueillez déjà des ministres du culte d'autres religions, et nous, on vous demande d'accueillir simplement des étudiants qui ne sont pas encore ministres du culte. Premier élément. Et deuxième élément, tout ce qu'on demande, c'est aucune formation en théologie. Pour cela, il y a les instituts, déjà, en France, présents, qui font des sciences, qui font de l'islamologie, d'accord, qui font de la théologie. Et nous, ce qu'on voulait, c'était des formations séculières. Eh bien, malgré ces 2 arguments, contre-arguments, l'université a toujours refusé. Sous couvert de laïcité. Parce que de fait, je reprends l'argumentaire quand même, ils accueillaient déjà des ministres du culte et ils ne voulaient pas des étudiants musulmans, de confession musulmane. Et par ailleurs, c'était que des formations non théologiques qu'on leur demandait de dispenser. Un jour, lors d'un conseil d'administration, eh bien, on est allé sur le fond du problème et j'ai entendu un vice-président d'université française me dire « Ben voilà, on a peur. On a peur de quoi? On a peur qu'ils convertissent nos étudiants. » Un conseil d'administration donc de l'université publique. Oui. Et donc la distinction que je proposais un peu rapidement entre le cultuel et le culturel, finalement était un paravent, était... Absolument, c'est le paravent. Ouais, était un mauvais motif. Donc c'est l'Institut catholique qui, tout catholique qu'il soit, donc a joué ici, à vos yeux, le rôle d'une université publique. Absolument. Bien, alors... D'ailleurs, on cherche à ce que ça soit développé dans l'université publique. Mais c'est pas facile parce que les conceptions de la laïcité sont... Chaque Français a sa conception de la laïcité. Alors, on va y venir, mais bon. Auparavant, Strasbourg, qui a encore un statut particulier, puisque c'est exact. À la fois l'Alsace-Moselle qui régit le rapport entre l'État et les religions, et on sait que ce n'est pas la même chose en Alsace-Moselle précisément que dans le reste du territoire français. À Strasbourg, si j'ai bien compris, votre idée a quand même pu germer là-bas. Il y avait moins d'obstacles. Oui, il y a moins d'obstacles. Maintenant, il y a de nouveaux obstacles. Je ne sais pas si on peut y revenir, il y a eu des articles, j'ai essayé de montrer dans la presse française et à la radio et dans une émission de télévision que le vrai problème aujourd'hui n'était pas tant que l'on accepte de former des imams et de former des intellectuels organiques. Le vrai problème auquel je suis confronté en tant que responsable de cette formation, c'est le recrutement. Parce qu'en effet, ça fait quand même 3 ans que les pouvoirs publics, le débat sur l'identité nationale, on a montré du doigt les sales arabo-musulmans, les maghrébins notamment. Puis le débat et la loi sur la burqa. Je rappelle qu'il n'y a aucune burqa portée en France. Il y a des voiles intégraux, ils sont au nombre de 1000 à peu près, on les estime à 1000, mais il y a une différence entre la burqa et le voile intégral. Il n'en demeure pas moins qu'on a caricaturé les musulmans en leur disant et en montrant et en faisant croire à tout le monde qu'il y avait des burqas en France. C'est faux, il n'y a pas de burqa. Bref. La burqa, c'est un voile avec un petit grillage. Ah, c'est pas un voile avec un petit grillage, c'est un vêtement ethnique du XIIe siècle, pachtoun, avec une grille, et il faut être à 2. Enfin, il y a une personne qui le met sur la femme dans son intégralité. Voilà, c'est autre chose. Ça renvoie à une culture locale, datée historiquement, qui n'a rien à voir avec les prescriptions et tout ce qui est écrit dans le Coran, bien, ou dans la tradition, dans la Sunna. Et le voile intégral, lui ? Et le voile intégral, c'est une apparition en Arabie Saoudite, chez les Wahhabis, dans le wahhabisme, qui considère qu'à un moment donné, dans un contexte très particulier,
voyez, il fallait voiler le corps de la femme. Mais il n'est pas dans le Coran, le voile intégral. Je vous rappelle que le voile intégral est condamné par l'un des plus grands théologiens qui se trouve être le président donc d'El-Azhar, l'université de théologie du Caire. Donc, si vous voulez, je reprends mon argumentaire pour dire... On caricature et on réduit les musulmans en disant en gros ce sont des anti-femmes, de violents hommes barbares avec la burqa. Et puis il y a eu le débat sur la laïcité et l'islam qui a justifié mon engagement dans l'espace public. Résultat des courses, j'ai des étudiants qui sont venus voir à la fin en me disant mais monsieur le professeur, vous voulez qu'on apprenne les valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité ? Mais la République ne cesse de nous montrer du doigt et de nous caricaturer. Comment voulez-vous, c'est même presque un problème de pédagogie, j'ai affaire à un professeur, quand on montre du doigt des élèves en les caricaturant, en les réduisant à ce qu'ils ne sont pas et voire à ce qu'ils combattent profondément, parce que les musulmans sont contre la burqa. Il faut vraiment regarder les enquêtes et faire des entretiens avec eux. Donc quand on les réduit à ce qu'ils combattent, comment voulez-vous qu'ils viennent apprendre les valeurs de tolérance, d'égalité, de liberté et de fraternité? C'est pas possible. Ils sont contre la burqa et le voile intégral. Oui, bien sûr. Et de fait, si vous voulez, moi, ce qui m'a surpris, au départ, c'est de voir qu'au fur et à mesure de la stigmatisation, en sociologie, on parle d'une stigmatisation, c'est-à-dire qu'à force de montrer du doigt et d'exclure, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, j'ai vu mes effectifs se raréfier. Il y a 3 ans, quand on a fondé ça, ils étaient 30, puis on est passé à 25, puis on est passé à 13-14, et aujourd'hui ils sont 10. Voilà. Au départ, ils devaient être 50. Oui, autrement dit, il y a un vrai problème, et c'est pas parce qu'on va déplacer la formation à Strasbourg, ou du moins la prolonger, que, à votre avis, les choses vont s'arranger. Ah, pas du tout. Donc, il va falloir examiner un peu plus dans le détail ce qui est en jeu ici, ce qui est en cause, et l'idée de la laïcité, et l'idée de l'islam que l'on se fait. Mais auparavant, et conformément à la tradition de cette émission, vous allez nous proposer une musique qui va peut-être surprendre quelques-uns de nos auditeurs. Et peut-être les choquer, mais derrière, c'est un clin d'œil, puisque j'ai 3 objets de recherche en tant qu'enseignant-chercheur: le catholicisme, l'islam, la politique en matière musulmane, et également le satanisme et la musique métal.